Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ils ont été amenés ce mercredi 21 décembre à leur dernière demeure. Les victimes de pluies diluviennes de la nuit du 12 au 13 décembre dernier à Kinshasa ont été inhumées cet avant-midi au cimetière d'Nsele Bambou. Peu avant, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rendu ses derniers hommages aux illustres disparus Trinidad Nacha. Après 3 jours de deuil décrétés par le gouvernement congolais en hommage des victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue du 12 au 13 décembre dernier, une organisation d'un culte œcuménique d'action de grâce à l'esplanade du peuple en mémoire de ces victimes le mardi 20 décembre 2022 a été observé. La 3e étape, c'est ce mercredi 21 décembre que ces illustres disparus sont conduits à leur dernière demeure au cimetière de Selembambou. Signalons qu'un jour avant, le numéro 1 du pays, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle, érigée spécialement pour la circonstance. La cérémonie s'est déroulée en présence de familles endeuillées et de quelques personnalités publiques, une grande perte, laquelle les Congolais s'en souviendront toujours. Vous savez, lorsqu'on amène à sa dernière demeure quelqu'un qui a quitté ce monde, c'est un moment le plus douloureux. Et le chagrin est intense. La passion nous habite. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, nous venons de conduire jusqu'à leur dernière demeure les victimes de la pluie diluvienne du 12 au 13 décembre. Le gouvernement s'est associé à la famille du début jusqu'à la fin. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il accueille les âmes des infortunés dans sa sainte demeure. Nous allons continuer le travail pour ceux qui sont restés vivants, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui manquent de tout parce qu'ils ont perdu leur maison. Je ne peux que rendre hommage surtout au Dieu Tout-Puissant, car il est le maître des circonstances et nous ne pouvons que lui remercier. Et nous pouvons au second lieu, remercier le président de la République pour ces gestes patriotiques qu'il a fait, surtout de solidarité. Il a été en mission à l'étranger. Il a écourté son séjour aux États-Unis pour venir compatir avec ses compatriotes. Ainsi, plus de 100 personnes reposeront désormais au cimetière de Selembambou, à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Dans le même registre, la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, s'est rendue dans la soirée du mardi 20 décembre à l'hôpital de référence ex-Mamayemo pour superviser les travaux d'entretien et de transport des dépouilles de victimes de la catastrophe naturelle qui a saisi Yaoundé, la ville du 12 au 13 décembre 2022. Stéphane Mouchipai Ndjouzi Makongo. Dans le cadre de ses attributions du ministère provincial de la Santé, ville-province de Kinshasa, Madame Lisa Nembalemba, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, a dirigé au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, les opérations de la levée des corps et inhumation des victimes du drame survenu le 12 et 13 décembre dernier, suite aux pluies qui se sont abattues à Kinshasa, ainsi que les dégâts matériels causés, dont la perte en vies humaines qui s'élève à plus de 140 morts. C'est vers les heures du petit matin que ces corbillards ont pris la route de la morgue de l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, pour le lieu d'exposition qui est le stade des martyrs. Après les derniers hommages rendus à ces illustres disparus au cours d'un culte d'action de grâce par le président de la République le mardi 20 décembre, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, s'était rendue à l'hôpital de référence de Kinshasa où elle a supervisé les opérations de conservation et de transport des dépouilles mortelles des victimes. Je ne peux que présenter une fois de plus encore mes condoléances à toute
la population quinoise, au nom du chef de l'État, au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, au nom du ministère de la Santé, en mon propre nom, parce qu'au niveau de Selemba, nous avons perdu plus ou moins 16 personnes. Donc nous sommes très affectés et nous sommes dans le comité d'organisation des obsèques. Donc c'est des moments très difficiles pour nous et nous sommes de cœur avec toutes les familles avec qui nous compatissons. Au niveau de l'acheminement de tous les corps au niveau de la morgue, nous avons assuré, nous avons déjà pris toutes nos dispositions pour que demain tout soit impeccable tel que l'a demandé le chef de l'État et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Hier, au niveau de l'hôtel de ville, les familles ont été assistées. À la hauteur de combien, je ne peux pas le dire, parce que le chef de l'État, le gouverneur de la ville de Kinshasa, avait déjà donné des orientations et toutes les familles étaient hier au niveau de l'hôtel de ville et ils ont été assistés. Ils ne prennent rien en charge, ni cercueil, ni les caveaux, ni rien. Le chef de l'État avait déjà instruit, dont les familles ont été prises en charge. Et je crois que comme vous venez d'être là au niveau des obsèques, il y a eu encore un plaidoyer de la population pour que le chef de l'État puisse les assister, parce que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui à la Belle Étoile. Donc je crois qu'il va en tenir compte et dans les jours qui suivent, il va nous donner des instructions claires. Merci. Dans un tout autre registre, lancement ce mercredi 21 décembre de la 9e session de la conférence des gouverneurs, lancement initialement prévu pour le mardi dernier à Mbandaka. Le président de la République a effectué dans la matinée le déplacement pour les chefs-lieux de l'Équateur, une session qui tombe à point nommé avec l'accélération de la mise en place du programme développement des 145 territoires. Bob Toko. Le chef des exécutifs provinciaux de la RDC prendront tous part à cette session. Instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir central et les exécutifs, la conférence des gouverneurs a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République. La session de cette année, la 9e, tombe dans un contexte particulier avec le programme des 145 territoires destinés à équiper les entités provinciales de l'arrière-pays en infrastructures et équipements sociaux de base. Un programme qui avait fait thématique pour la dernière session, à l'issue de laquelle le collectif des gouverneurs avait adressé un mémo au président de la République formulant des recommandations pour mettre en place une gouvernance performante dans les provinces. Il a été question en 2021 notamment de la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour les restants de cette législature. La dotation régulière et équitable de crédits d'investissement pour assurer la visibilité des actions du président de la République ont également été évoquées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de lever son embargo contre la RDC concernant l'achat d'armes et matériel de guerre qu'il avait imposé à la République démocratique du Congo. Il a mis fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire ce mardi 20 décembre. Suivez. Dans une résolution adoptée ce mardi 20 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé le régime de notification sur l'achat d'armes et matériel militaire contre la République démocratique du Congo. Cette résolution a été présentée par la France. Elle a été votée à l'unanimité. C'est une nouvelle salutaire pour la République démocratique du Congo qui fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 et à d'autres groupes armés qui sèment la terreur et désolation dans sa partie est. Dorénavant, le pays de Félix Tshisekedi a la possibilité d'approvisionner son armée en matériel militaire pour la défense de son intégrité territoriale. Rappelons que le Conseil de sécurité de l'ONU avait, à travers sa résolution 2641 prise en juin de cette année, imposé le régime de notification sur l'achat d'armes à la RDC. Cette résolution ciblait seulement 5 types d'armes légères. Le but était d'asphyxier les groupes armés et mieux contrôler la circulation de ces armes légères et faire en sorte que les groupes armés soient privés de tout accès aux armes et aux autres moyens de faire la guerre.
La République démocratique du Congo prend part à la 5e session de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. 9 parlementaires congolais vont désormais siéger à Arusha comme membres de cette Assemblée législative, ce qui signifie le retour de la RDC à cette Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Patrick Lokala nous en parle. C'est le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a conduit la délégation des parlementaires élus de la République démocratique du Congo. Au cours de ces rendez-vous, le mandat des délégués appelés à siéger à l'Assemblée législative ont été validés avant leur prestation de serment sur la Bible. 9 du côté de la République démocratique du Congo vont désormais siéger pendant 5 ans ici à Arusha. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est est composée d'un total de 62 membres, dont 54 sont les membres élus. 9 au total de chaque État membre et 8 membres de droit. La RDC est donc de retour et présente à cette Assemblée législative. Représentant du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, André Mbata, présent en Tanzanie, s'est réjoui de la présence de la RDC à ses assises. Celui-ci, c'est un parlement régional, c'est-à-dire il légifère. Et contrairement, par exemple, au parlement panafricain, il prend des lois qui s'imposent aux États membres. Donc c'est une structure d'intégration au niveau de l'Afrique de l'Est. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes désormais présents dans cette communauté. Les choses ne vont plus se faire sans nous. Et la RDC doit jouer son rôle. Et cette participation à l'Assemblée législative de la communauté de l'Afrique de l'Est est également l'une des victoires du président Félix Antoine Tshisekedi sur le plan diplomatique. Nous sommes présents dans cette communauté. Rien ne se fera plus sans nous. Et notre voix va se faire entendre au niveau de cette communauté. L'objectif global de l'EALA consiste à renforcer ses capacités afin de se permettre de remplir avec efficacité et efficience ses fonctions législatives et de superviser toutes les questions relatives à la mise en œuvre du traité et de promouvoir des bonnes relations constitutives. Autre actualité, autorisation du décaissement immédiat de 203 millions de dollars américains supplémentaires au profit de la République démocratique du Congo par le conseil d'administration du FMI pour renforcer les réserves internationales compte tenu des risques à la base pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Stéphanie Pagna. C'est suite à la 3e revue satisfaisante dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit que le conseil d'administration du FMI a autorisé le décaissement immédiat d'un montant de 203 millions de dollars américains, ayant pour but de renforcer les réserves internationales compte tenu des risques à la base pesant sur les perspectives de l'économie nationale et mondiale. Ces fonds permettront aussi de répondre aux besoins de la balance des paiements. L'économie congolaise étant toujours portée par une production minière plus élevée que prévu. Cette année, la croissance prévue est à 6,6% en dépit du fait que l'inflation devait dépasser 12% d'ici la fin de l'année en raison de la hausse de prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. Les réserves internationales brutes en fin du mois d'octobre ont atteint environ 2 mois d'importation, bien au-dessus de l'objectif au début de l'accord FEC. L'économie congolaise est donc toujours portée par une production minière plus élevée que prévu. Parlons éducation à présent. En séjour de travail à Mbandaka dans la province de l'Équateur, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a visité ce mardi 20 décembre l'Institut Motei rénové. Cette école autrefois faisait la fierté de la ville était depuis des années dans un état désastreux, des infrastructures de souhait, pas de bancs, complètement en ruine. Et c'est sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que le patron de l'EPST a lancé de travaux de réhabilitation de cet institut en mettant à contribution la direction des infrastructures scolaires. Question de redonner le sourire aux lèvres des élèves de cette école. Je vous laisse suivre le propos du ministre Tony Mwaba après sa visite à l'Institut Motei. Il y a près de 2000 élèves qui fréquentent ce bâtiment. Alors, pour ceux qui le savent, ce bâtiment était presque en train de s'écrouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République, ici. Mais l'école était en train de s'écrouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça.
et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires. On a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres, ce n'est pas une société privée ni étrangère, ça c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place qui intervient pour ce genre de cas. On n'a pas besoin, lorsqu'il faut réhabiliter une école, arranger la toiture, les bâtiments, on peut même aller jusque loin à la construction des écoles. On a trouvé que des fois on gaspille beaucoup de ressources dans l'histoire des appels d'offres. C'est comme ça que ça c'est déjà un exemple avec la direction des infrastructures scolaires qui a des brigades au niveau national, même dans des provinces. On a réussi à réhabiliter ces grands bijoux de la province. C'est vraiment le plus grand complexe scolaire de la province et nous sommes fiers au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous disons merci, à qui toute la population de l'Équateur, plus précisément ici en Bandaka, et particulièrement les élèves qui fréquentent ces établissements et même leurs parents, lui disent infiniment merci. Parlons sécurité en province où le commandant de la 32e région militaire de l'Ituri, le général-major Peter Chirumwami, a conduit une délégation de la commission de sensibilisation sur la cohabitation pacifique liée à la culture de la paix au village Tokodo, Mbala, Katirogo et Bembeyi pour parler sur la paix et la cohabitation entre le peuple iturien. Serge Kimbila nous en parle. La paix, rien que la paix, voilà l'objectif assigné à la commission de sensibilisation sur la cohabitation pacifique en Ituri, instituée par le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Conduite par le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirumwami, pour prêcher la paix dans le village de Tokodo, Mbala, Katirogo et Bembeyi, aux alentours de Bunia. Dans son adresse à la population, le général-major Peter Chirumwami a exhorté les communautés de vivre dans l'unité et l'amour pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants. Tout en remerciant le gouverneur militaire pour le renforcement des effectifs des éléments de FARDC dans sa localité, le chef Simba Bodja révèle que, après les incidents de la semaine dernière, plus de 90% de la population ont regagné leur milieu d'origine. Depuis l'implication de l'administration militaire, plus de 90 à 95% de la population est retournée après l'événement de la semaine dernière. Nous saluons l'implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, pour le renforcement de la sécurité dans notre entité. De son côté, le député provincial Christophe Lopakoli, élu du territoire de Djougou, qui fait partie de cette commission, a invité les communautés de vivre dans... a invité les communautés vivant dans les territoires de Djougou et Irumu à la cohabitation pacifique et à bannir la haine. Ce que nous demandons à la population, qui est une cohabitation pacifique entre les membres des différentes communautés habitant dans le territoire d'Irumu et dans le territoire d'Ndjougou. Rappelons que cette commission de sensibilisation est composée des notables Bira, Emma et Lendou. Elle a comme tâche de ramener les communautés à vivre ensemble dans la paix. Toujours en Ituri, les attaques armées des terroristes ADF font des victimes dans cette province. 12 personnes y ont trouvé la mort dans la nuit du lundi 19 décembre dans 3 villages situés dans la chefferie de Walessé, Vunkutu, dans les territoires d'Irumu. Reportage. Au total, 12 personnes ont perdu la vie dans une attaque armée attribuée aux terroristes ADF dans la soirée du lundi 19 décembre au village des Apakolu, Aboulembi et Minginapori, situés dans la chefferie de Walessé, Vunkutu, territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri.
La nouvelle était rapportée ce mardi par Christophe Mounianderou, coordonnateur de l'ONGDH, Convention pour le respect des droits humains, qui affirme que parmi les victimes figure le chef d'antenne de sa structure basée à Apakolou. Il a ajouté que ces civils ont été surpris dans leur champ. La CRDH déplore cette nouvelle tuerie des civils et appelle la population à la vigilance car l'ennemi serait, selon elle, dans les forêts de Walese-Vunkutu. Cette structure de défense des droits humains regrette que ces alertes et recommandations ne sont toujours pas prises en considération de façon prudente par les autorités militaires de ces coins de la République. Signalons que cette nouvelle tuerie porte à 46 le nombre de civils tués par des terroristes ADF depuis le début du mois de décembre. Certains autres corps de victimes ne sont pas enterrés faute d'inaccessibilité des zones par les membres de leur famille. En société, préparatifs de fêtes de fin d'année et de la Noël à Kinshasa, pas assez d'engouement des Quinoises et Quinois au marché Gambela suite à diverses situations telles que les dégâts causés par les pluies qui se sont abattues à Kinshasa en coupant la route d'évacuation de produits alimentaires en provenance du Congo central ainsi que le taux d'échange qui est toujours très élevé. Anemone Poupa, Franck Mongata, Glodov Bolawi. À quelques jours de la fête de la Noël et des Nouvel An, le marché Gambela n'a pas encore accueilli un grand nombre de parents pour les achats des festivités de la Noël. Un constat fait par des reporters de Toshungana Télévision déployés sur le terrain ce mardi 20 décembre 2022, 5 jours avant la nativité de l'enfant Jésus. Quelques commerçants interrogés ne sont pas du tout satisfaits par ce manque d'engagement de quinoa vers le marché. Il n'y a pas d'engouement. On ne se retrouve pas. Même les clients également ne viennent pas. Pour ces commerçants, les dégâts causés par la pluie et la coupure de la route Matadi-Kibala qui empêchent l'évacuation des denrées alimentaires à Kinshasa. Nous achetons les marchandises à un prix élevé. D'après nos fournisseurs, c'est à cause des dégâts causés par la pluie diluvienne qui a coupé en deux la route nationale numéro 1. Une autre situation qui est à la base de ces manques d'engagement dans le marché Gambela, c'est le taux d'échange qui revient à la hausse, soit 2050 francs pour $1, ce qui ne permet pas la bonne circulation d'argent dans le marché. Et en culture, il était en conférence de presse d'avant la livraison de son concert prévu ce dimanche 25 décembre au stade de Martyrs. Héritier Watanabe est heureux de voir un grand nombre présent. Il rassure ses fans et compte sur la collaboration de la presse même après le concert. Écoutons-le dans cet extrait choisi par Trinidad Acha et Zachary Mwamba. Et en dehors de nos frontières, parlons du tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden à la Maison-Blanche ce mercredi 21 décembre. C'est un premier déplacement international pour le président ukrainien depuis le début de la guerre. Cela fait 300 jours que la Russie a envahi l'Ukraine. De son côté, les États-Unis déclarent soutenir le pays de Zelensky depuis le début de cette guerre. Trinidad Acha nous en parle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier, a décidé de se rendre à la Maison-Blanche à l'invitation de son homologue américain Joe Biden à Washington, aux États-Unis, ce mercredi 21 décembre. C'était lors de sa visite surprise sur le front de Barmount mardi que le président ukrainien confirme son déplacement aux États-Unis. Nos hommes sont plus courageux, mais nous avons besoin de davantage d'armes sophistiquées. Nous allons exprimer leur reconnaissance au Congrès et au président américain pour leur soutien, mais cette aide n'est pas suffisante, on le voit ici, ce n'est pas assez. Cette visite interviendrait alors que le parlementaire américain s'apprête à voter une nouvelle enveloppe de soutien à l'Ukraine. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'aide à l'Ukraine. Près de 50 millions de dollars américains et 20 milliards d'armements ont été destinés à l'Ukraine. Une aide qui tombe à pic alors que la Russie continue de bombarder systématiquement les infrastructures ukrainiennes, entraînant le coupure d'eau et de courant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur nos programmes. Au revoir.